sorrow to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar. Alors, ce qui est bien, c'est qu'au Forum des images, ils m'ont mis une table qui ressemble un peu à un orgue. Et donc, j'ai l'impression que... les plus affûtés musicalement ont reconnu The Impossible Dream, qui est une chanson de Tom Jones. À ma connaissance, Bruce Lee n'a jamais rencontré Tom Jones. Mais on sait que c'était une de ses chansons préférées. Et à son enterrement, le 31 juillet 1973 à Seattle, on a entendu cette chanson de Tom Jones. Et c'est une chanson qui sera reprise par Jacques Brel aussi sous le titre La Quête. C'était une comédie musicale qui s'appelle L'Homme de la Mancha. Et Brel interprétait Don Quichotte. Et à un moment, on demande à Don Quichotte quelle est sa quête. Et il chante cette chanson en parlant de cette inaccessible étoile, de ce rêve impossible à atteindre. Et on ne sait pas exactement pourquoi Bruce Lee a tant aimé cette chanson, mais la réponse est peut-être dans la chanson elle-même. Et la question qu'elle nous pose, c'est-à-dire quelle est cette quête, quelle est cette inaccessible étoile qu'il est allé chercher donc jusqu'après sa mort, le jour de son enterrement à Seattle. Bruce Lee est né à San Francisco et il a construit tout son mythe cinématographique à Hong Kong, tout en rêvant sans cesse d'aller à Hollywood et de devenir une superstar internationale comme seul Hollywood sait en construire. Et toute sa vie, ça a été celle d'un voyageur qui allait entre deux rives du Pacifique à la Californie, donc de Hong Kong, côté Asie, jusqu'aux États-Unis, à la recherche d'une inaccessible étoile qui se trouve peut-être entre l'Asie et l'Amérique. Et c'est cette vie de voyageur que je voulais explorer ce soir. C'est une vie qui tient dans une très très grande scène de cinéma, une des plus grandes scènes d'arts martiaux de l'histoire du cinéma. C'est ce fameux combat du Colisée de la Fureur du Dragon. Et on va en voir plusieurs bouts ce soir. On l'a scindé en plusieurs morceaux pour bien comprendre ce qui fait cette scène, et ce qui reste après ce soir pour voir le film La Fureur du Dragon. Vous pourrez bien sûr la voir dans la continuité et observer le côté génial de cette scène. Donc on va d'abord regarder un premier extrait de La Fureur du Dragon. C'est ce fameux moment où Bruce Lee et Chuck Norris s'échauffent avant de s'affronter, et ensuite on vous racontera pourquoi cette scène parle autant de Bruce Lee.
Voilà, les choses se mettent doucement en place. Bruce Lee est né le 27 novembre 1940 à San Francisco. C'est très important, la date et le lieu, ça peut aussi prêter à confusion. S'il est né à San Francisco, ce n'est pas parce que ses parents sont des immigrés, mais parce que c'est des comédiens qui sont en tournée. Et donc il ne va pas rester très très longtemps à San Francisco, mais le fait qu'il soit né aux USA, ça va jouer un rôle tout à fait capital dans son destin. C'est-à-dire que même s'il n'a pas la nationalité américaine, le fait qu'il ait ce tampon sur son passeport, d'un point de vue administratif par rapport aux autorités américaines, ça va lui permettre beaucoup plus facilement que quelqu'un d'autre d'aller s'installer en Amérique à un moment et évidemment d'y travailler et d'y fonder les bases de ce qui va devenir. Il faut maintenant s'interroger aussi sur l'arbre généalogique de Bruce Lee et notamment de sa mère. Si on remonte très loin en arrière, l'arrière-grand-père de Bruce Lee s'appelle Moses Hartog Bosman et c'est un commerçant juif de Rotterdam. Et il s'était installé à Hong Kong au milieu du 19e siècle. Il faisait un commerce qui était assez odieux puisque suite à l'abolition de l'esclavage, son travail c'était d'envoyer des coulis chinois, en gros se casser le dos aux États-Unis dans des mines ou sur la construction des chemins de fer. Et ce Moses Hartog Bosman donc, va lui-même partir aux États-Unis, quitter Hong Kong, et il abandonne derrière lui plusieurs concubines, des enfants, dont un certain Ho Kam-tong, qui lui va faire fortune à Shanghai, où là il entretient plusieurs maîtresses, plusieurs concubines, dont une femme anglaise, avec qui il va avoir une fille. Cette fille s'appelle Grace, et c'est la mère de Bruce Lee. Donc vous voyez, il y a énormément de métissage dans l'ascendance de Bruce Lee. C'est une famille un petit peu particulière entre ce arrière-grand-père hollandais, cette grand-mère anglaise. Et puis il y a aussi un métissage très particulier qui est un métissage, je dirais, social. Puisque Grace donc, est issue de cette très grande bourgeoisie shanghaïenne. Elle s'installe à Hong Kong quand elle a 18 ans chez un oncle qui est un milliardaire. Et là, normalement, dans disons, le déroulé habituel des choses, elle devrait épouser un homme de son rang. Mais il se trouve qu'il y a une fête qui est organisée chez cet oncle. Et là, il y a un chanteur d'opéra qui est engagé pour distraire l'assemblée. Et elle tombe amoureuse de cet homme, derrière ce masque d'opéra chinois. C'est Li Hoi-chuen, qui lui est un saltimbanque, qui vient d'une famille d'artistes très pauvres de Foshan, qui est une ville du Guangdong assez conséquente. Et donc elle va faire un mariage d'amour, en renonçant à cette vie bourgeoise et confortable pour s'engager dans une existence foraine plutôt précaire. Et ça, ce n'est pas du tout habituel à l'époque. Un mariage comme ça ne se fait pas. Donc ça témoigne quand même de cette Grace dont on sait assez peu de choses, on a quelques photos d'elle, c'est tout, d'un caractère assez déterminé, assez engagé, et qu'on retrouvera peut-être chez Bruce Lee bien plus tard. En fait, je disais la date est importante parce que 1940, bien sûr, on est en pleine guerre. Hong Kong, qui est une colonie britannique, est occupée par l'armée japonaise. Donc le père de Bruce Lee et toute sa famille sont partis à ce moment-là en tournée aux États-Unis, dans tous les Chinatown de Chicago, de San Francisco, de New York, etc., pendant la guerre. Et donc c'est pour ça qu'il va naître à San Francisco, presque par hasard. Il aurait pu naître ailleurs, à Chicago ou à New York. Et ce père fréquente donc, au cours de cette tournée, le monde du spectacle des Chinatown. Et c'est ce qui fait que Bruce Lee, tout bébé, va jouer déjà dans un film. Alors, on va voir une photo là, de Bruce Lee dans son tout premier film. Voilà, vous reconnaissez Bruce Lee, c'est celui qui est au milieu dans le berceau, hein, je précise, pas celui qui est à gauche. Et il joue le rôle d'une petite fille. Ça ne se voit pas beaucoup. Le film s'appelle Golden Gate Girl. C'est un film d'Esther Ng. Esther Ng, c'est une cinéaste méconnue aujourd'hui, qui est née aux États-Unis, mais qui a tourné plusieurs films à Hong Kong. Et puis ensuite, elle s'est installée à San Francisco, où elle a tourné des films en cantonais destinés uniquement à la diaspora chinoise américaine. Donc c'est une des pionnières en fait du cinéma, comme Alice Guy, comme Dorothy Eisner.
C'était aussi une femme qui était lesbienne et complètement assumée. Donc voilà, Bruce Lee n'a évidemment aucun souvenir d'Esther Ing, mais c'est vous dire le monde que pouvaient fréquenter ses parents et qui a été ce monde familial un peu à part. C'est pas dans toutes les familles qu'on fréquentait des artistes comme ça. Bruce Lee n'aura aucun souvenir de ses débuts à San Francisco, puisque dès 1941, ils vont rentrer à Hong Kong et il passe les premières années de sa vie donc, dans des quartiers populaires de Hong Kong, qui est encore sous le joug japonais, ce n'est pas encore la fin de la guerre, et il entend les bombes américaines qui bombardent évidemment les infrastructures japonaises du port. Donc c'est quand même quelque chose d'assez violent, on peut imaginer, pour un enfant de vivre à cette époque-là dans cette ville-là. Et puis surtout, pour ceux qui ont vu La Fureur de vaincre, il y a quand même quelque chose du personnage du japonais qui va rester dans la psyché de Bruce Lee. Le personnage des japonais est évidemment lié à cette époque que cette génération, la sienne et surtout celle de ses parents, ont connue. Alors néanmoins, ils ne sont pas ruinés, c'est-à-dire le père de Bruce Lee était assez doué en affaires, il a acheté quelques appartements et ce n'est pas du tout la misère pendant la guerre. Et puis surtout, c'est quelqu'un d'assez avisé, c'est-à-dire que dès la libération, le père de Bruce Lee comprend qu'il se passe quelque chose avec le cinéma et que peut-être que lui, en tant qu'acteur, peut avoir une nouvelle carrière dans cet art, ce nouvel art populaire qui s'installe dans la ville. Et donc, il se lance dans le cinéma et il va placer son fils sur plusieurs tournages. Et bizarrement, si vous regardez la filmographie de Bruce Lee, c'est vraiment dans les années 50 qu'il tourne le plus grand nombre de films. Il tourne vraiment beaucoup plus de films en tant qu'enfant qu'en tant qu'adulte, même si ces films-là sont beaucoup plus oubliés que ceux qu'il a tournés adulte. Et les rôles qu'il a, c'est souvent des rôles d'orphelins, des petits gamins malicieux. Et c'est assez passionnant à voir, si vous arrivez à les choper sur Internet, c'est qu'il invente déjà pas mal d'attitudes qu'il va avoir dans ses films d'arts martiaux, vous savez, ces gestes comme ça, ce côté un peu bravage qu'il va reprendre bien plus tard. Bruce Lee, enfant, invente déjà Bruce Lee, adulte. Donc le cinéma dans sa vie commence assez tôt. C'est vraiment un enfant de la balle qui sait ce que c'est qu'un plateau de cinéma, qui sait comment ça s'éclaire, qui sait ce qu'est une caméra, qui sait où se placer. Avant de faire des arts martiaux, il est un acteur de cinéma enfant. Et il devient assez connu d'ailleurs. Même si évidemment ce n'est pas les cachets qu'on a aujourd'hui, ces films ont un certain succès, un certain retentissement. Bon, néanmoins, il reste quand même un enfant puis un adolescent, et donc il va à l'école, au lycée, entre ses tournages. Et là, il est très mauvais. C'est quelqu'un qui chahute, qui est viré d'à peu près tous les établissements, toutes les classes, il les redouble. Enfin, c'est terrible. Et surtout, après les cours, au moment de la sonnerie, il devient un petit voyou. Alors, je ne parle pas du grand gangstérisme ni quoi que ce soit. Hein, en gros, c'est un petit con quoi, qui emmerde tout le monde. Voilà, c'est vraiment le genre de gars insupportable. Et il a témoigné après, il a dit « Moi, je me suis mis au kung-fu uniquement pour pouvoir me battre contre les bandes rivales. Voilà, il n'avait pas du tout une approche du kung-fu philosophique ni profonde. » Il y a plusieurs maîtres en ville. Il se tourne vers Ip Man. Et là, c'est intéressant parce que Ip Man, lui aussi, est un immigré, est un étranger. Si vous avez vu ce magnifique film de Wong Kar-wai qui s'appelle The Grand Master, on voit vraiment comment cet homme, qui était un officier du Kuomintang, se retrouve à Hong Kong au moment où les troupes communistes s'emparent de la Chine. Et donc, il est un exilé. Donc encore une fois, Bruce Lee croise dans sa vie non seulement un grand maître d'arts martiaux, mais aussi quelqu'un qui, comme lui, est un étranger, quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et donc là, on lui enseigne le Wing Chun, qui est une boxe du sud de la Chine, dans ce quartier de Yau-Ma-Tei. Et ça, c'est très connu. Enfin, je veux dire, beaucoup de gens vont insister sur l'influence de Ip Man sur Bruce Lee, puis il se passe un truc un peu bizarre, c'est que Ip Man va devenir un mythe à cause de son élève, ce qui d'habitude est un peu le trajet inverse. Mais il y a autre chose dans ces années-là qui est vraiment capitale pour comprendre Bruce Lee, c'est qu'à cette époque, il découvre une passion tout aussi importante que le kung-fu, c'est le cha-cha-cha. Un peu de musique, encore une fois, pour se mettre dans l'ambiance de Bruce Lee.
Alors ça c'est Enrique Rorin, Trompetas en Cha-Cha-Cha. Le cha-cha-cha, c'est une danse cubaine et c'est encore une affaire de diaspora finalement. Parce que c'est un voyage qui amène le cha-cha-cha jusqu'à Bruce Lee. Hong Kong, c'est un port immense, même dans les années 50, là dont on parle, années 50-60, où transite le monde entier. Mais le cha-cha-cha arrive à Hong Kong, non pas directement de Cuba, mais via les Philippines. Parce que même encore aujourd'hui, si vous prenez un bateau, vous aurez régulièrement dans les soutes une main-d'œuvre philippine. Les Philippins sont vraiment les grands ouvriers des navires dans le monde entier. Et donc, ils dansent le cha-cha-cha. Et Bruce Lee se passionne pour le cha-cha-cha et il va avoir une prof de cha-cha-cha qui est beaucoup moins connue que Ip Man, mais qui va être essentielle et où il va passer autant de temps qu'avec Ip Man. Il y a une petite photo de Bruce Lee dansant le cha-cha-cha. Ouais, vous voyez, vraiment avec les robes de l'époque. Et donc, il prend des cours de cha-cha-cha. Et ça le passionne, et on va retrouver dans ses archives des carnets où il a tout noté, les pas de cha-cha-cha, avec voilà, des chorégraphies. Et il va même encore gagner un concours de cha-cha-cha qui s'appelle le All Hong Kong Dance Championship, et où il danse le cha-cha-cha, se danse à deux, avec son petit frère. Donc voilà, il faut imaginer comment harmoniser le corps de Bruce Lee avec celui de son petit frère. Et toute sa vie, ça va l'accompagner. Et si vous regardez maintenant autrement les combats de Bruce Lee, vous vous apercevez que ça se joue quand même à deux, qu'on n'est pas dans un vrai combat sportif, on est dans du cinéma, dans quelque chose d'esthétique, dans une représentation. Et donc, je pense que c'est vraiment pas à négliger cette danse latine qui ne pouvait arriver que à Hong Kong, en Asie, parce que c'était ce grand port, de ce jeune homme qui était né aux États-Unis, qui s'intéressait à toutes sortes de choses au kung-fu et à la danse latine. Je pense que c'est pas du tout négligeable dans ce qui va faire son succès. Et c'est vrai que si vous y réfléchissez bien, il a un talent d'artiste martial absolument inouï. On va voir ça tout à l'heure dans la suite de ce combat. Mais il y en a d'autres. Vous avez d'autres grands acteurs hongkongais qui ont un grand talent d'artiste martial. Il a aussi une connaissance de la danse latine qui est visiblement assez élevée. Il y en a d'autres, mais qui sait faire les deux? Il n'y en a qu'un. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait d'autres artistes martiaux qui sachent danser le cha-cha-cha comme Bruce Lee savait le danser. Et donc ça, c'est quelque chose qui va, je pense, être fondateur et qu'il faut, à mon avis, réévaluer. Et évidemment, sur le bateau qui va l'amener aux États-Unis, il gagne un peu d'argent, non pas en donnant des cours de kung-fu, mais des cours de cha-cha-cha, puisque sur les grands paquebots, il y avait évidemment, on dansait, et Bruce Lee faisait sensation entre Hong Kong et San Francisco. Parce que bien sûr, pour devenir Bruce Lee, il va falloir qu'il passe de nombreuses années aux États-Unis. Pourquoi a-t-il quitté Hong Kong? Alors ça, c'est une grande question qui reste assez obscure. Il semble qu'il y a plusieurs raisons variées. Il n'y a pas un incident qui aurait déclenché ce départ de Bruce Lee vers les États-Unis. Essentiellement, c'est lié à son comportement. La police, quand même, vient plusieurs fois taper chez son père en disant que Bruce Lee est au commissariat. Et puis, il y a le fait que Bruce Lee, qui ne doute de rien, envisage une carrière de médecin qui lui est absolument impossible de poursuivre à Hong Kong, vu qu'il est en échec scolaire, et que, en gros, pour lui, il n'y a rien. C'est-à-dire que si vous ratez votre scolarité à Hong Kong, vous ne pouvez pas mener une carrière importante de médecin ou autre. Et là, son père se rappelle que sur ce passeport, il y a marqué « né à San Francisco », qu'il a fait le nécessaire à l'époque, non pas pour lui offrir la nationalité, mais pour vraiment le déclarer comme né aux États-Unis, et que c'est tout à fait possible de l'envoyer là-bas pour retrouver une seconde chance, une seconde vie. Et donc, le père décide d'envoyer Bruce Lee aux États-Unis. On ne sait pas bien si Bruce Lee a accueilli ça avec enthousiasme ou pas, mais en tout cas, il se retrouve sur ce bateau à donner des cours de cha-cha-cha en attendant d'arriver à San Francisco.
Ce qui est très amusant quand on observe ce premier voyage, ce second voyage de Bruce Lee dans l'autre sens à travers le Pacifique, c'est qu'on voit aussi que c'est vraiment un produit de ces familles cantonaises qui ont des cousins un peu partout et que donc il fait escale au Japon et là il y a son frère qui est en train de faire ses études. Ensuite il s'arrête à Hawaï, il y a des amis de son père qui sont là et il est accueilli à San Francisco par également un ami de son père qui connaît une femme qui tient un grand restaurant chinois à Seattle qui s'appelle Ruby Cho. Et Ruby Cho va engager Bruce Lee pour qu'il gagne un petit peu d'argent de poche et qu'il puisse faire ses études. Les années de Seattle de Bruce Lee ont laissé une photo que j'aime beaucoup, que je voulais vous montrer. Voilà, donc ça c'est Bruce Lee devant chez Ruby Cho. J'adore cette photo parce que je trouve qu'elle dit énormément de Bruce Lee, y compris à l'époque. Donc comme je vous disais, Bruce Lee, il est engagé chez Ruby Cho pour faire la plonge et laver la cuisine après le service. Mais quand vous regardez la photo, vous avez l'impression qu'il vient d'acheter le restaurant de Ruby Cho. C'est-à-dire que le gars est tout fiero, alors que bon, il est là parce qu'il a tout foiré à Hong Kong et qu'il a un boulot de seconde zone. Et Ruby Cho, qui est une grande figure vraiment de la diaspora de Seattle, qui va même, je crois, avoir un rôle politique à la mairie, a parlé de Bruce Lee et a dit qu'elle en avait un souvenir absolument épouvantable. Qui faisait rien de ce qu'on lui disait, que même il menaçait de temps en temps de se battre avec les chefs, et qu'il était là unique. Elle l'a gardé uniquement par amitié et par relation avec son père. Mais néanmoins, bon, il se calme. En tout cas, il semble qu'il se calme. Il reprend ses études. Ça se passe plutôt bien. Et non seulement il n'a pas abandonné le cha-cha-cha, mais il n'a pas abandonné les arts martiaux. Et c'est là où vraiment va se créer la base de son mythe, puisqu'il arrive à un moment où les USA découvrent ces méthodes de combat asiatiques, parce qu'ils sont parfaitement exotiques pour ce pays-là, et notamment via les soldats américains qui sont stationnés au Japon. Et ces soldats s'intéressent aux arts martiaux, et c'est pour ça que les premiers arts martiaux qui vont être découverts par les Américains, c'est essentiellement le judo et le karaté. Et le karaté qui sera ensuite découvert en France. Et c'est pour ça que les films de Bruce Lee, longtemps, ici à Paris, on dira c'est des films de karaté, parce que c'est le seul mot en fait qu'on connaît. Et lui, Bruce Lee, il ne pratique pas du tout le karaté, il fait du Wing Chun, du Kung Fu, mais il va participer à divers événements de démonstration. Et là, tout à coup, ça tranche. Bon, déjà parce qu'il est très bon, mais aussi parce qu'il fait quelque chose que les autres ne font pas. C'est-à-dire que tous les autres montrent ce que c'est que du judo, les gens applaudissent, on montre un peu de karaté, et puis toutes les semaines il y a ça. Et lui, il arrive avec quelque chose qui est pas connu, qui est plus fluide, qui ressemble pas du tout à ça. Et il n'est pas particulièrement expert, quand on regarde dans la chronologie, ça fait que 3 ans qu'il fait du kung-fu. Mais là où il est, c'est exceptionnel, ça en jette. Alors il n'est pas le seul à faire du kung-fu aux États-Unis. Il y a des clubs dans les Chinatown, simplement il y a très peu d'étrangers qui s'y rendent, ils n'y sont pas invités. Et c'est un monde très chinois, très fermé sur lui-même, donc ce n'est pas des gens qui cherchent à participer à ces grandes démonstrations dans les foires et à montrer leur art. Et donc Bruce Lee se fait remarquer à Seattle dans ces petites démonstrations, et spontanément, il y a des jeunes gens qui viennent le voir et qui lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu ne veux pas m'apprendre? Moi, je fais du karaté, je fais du judo, mais ça m'intéresserait d'aborder cet art martial que tu fais. » Et lui, assez généreusement, il dit « Oui, pourquoi pas, très bien. Ça permet de se faire des amis dans ce nouveau pays, puis ça le met également en valeur, sauf qu'il n'y a absolument pas de structure autour de ça, ce sont juste des gens qui viennent le voir. Et donc les cours ont lieu dans l'arrière-cour de chez Ruby Cho. Et vous allez retrouver ces combats d'arrière-cour de restaurant dans La Fureur du Dragon, bien sûr, c'est-à-dire tout le monde du restaurant de La Fureur du Dragon, il vient beaucoup de Ruby Cho, et l'idée qu'on va se battre derrière dans la cour, c'est quelque chose que Bruce Lee a vraiment vécu. Et alors ce qui est très intéressant, c'est aussi les gens qui viennent le voir. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas allés à Chinatown, et c'est des gens un peu particuliers. Vous avez par exemple un ami très fidèle qui va l'accompagner toute sa vie, qui s'appelle Jesse Glover. Jesse Glover, c'est un jeune noir qui a été victime de violences policières. Il s'est fait taper dessus à coups de lampe torche.
Vous avez Taki Kimura, qui est un Japonais qui était immigré aux États-Unis. Et vous savez, pendant la guerre, de nombreux Japonais ont été mis dans des camps aux États-Unis par les Américains. Et donc, c'est quelqu'un qui a un rapport à l'Amérique. Taki Kimura, qui est très particulier. Il a dit dans ses écrits que lui se sentait américain. Et tout à coup, les Américains l'ont mis dans un camp. Puis vous avez aussi James DeMille, qui lui est un redneck, un repris de justice, qui sort de prison, qui n'a pas de boulot. Et bref, autour de Bruce Lee se constitue une drôle de bande de gens qui vont se mettre au kung-fu et dont Bruce Lee sera le maître. Et bon, ce club un peu bizarre, non officiel, au bout d'un moment, il va falloir le professionnaliser parce que Rubicho ne va pas accepter bien longtemps que ce gars qui en plus fait mal la vaisselle amène des gens dans l'arrière-cour pour se battre en poussant des cris, c'est pas possible. Et commence à naître dans sa tête l'idée qu'il peut devenir professeur de kung-fu, que ça peut être un métier d'enseigner le kung-fu, qu'a priori il y a une petite clientèle. Et donc il va ouvrir une première école de kung-fu, il quitte Rubicho et il décide de gagner sa vie comme ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il va vite s'installer à Oakland. Donc Oakland, qui est près de San Francisco, mais pas dans San Francisco. Et donc, il ne va pas se mettre du tout dans le fameux Chinatown de San Francisco, mais dans ses marges. Et c'est quelqu'un qui va toujours être dans les marges, Bruce Lee, finalement, qui l'est par nature. Et sa première école de Kung-Fu donc, se situe à Oakland, en face, mais pas dans ce monde chinois. Et puis, il y a sa correspondance, qui témoigne là de vraiment quelqu'un qui, dans cette expérience de Seattle et puis cette nouvelle vie, est devenu adulte. Il écrit à ses amis. Et là, il semble avoir un vrai projet, pour la première fois, un vrai projet professionnel, qui n'est pas du tout un projet de cinéma, mais qui est vraiment lié au kung-fu. C'est-à-dire qu'en fait, ces lettres témoignent d'une ambition qui est en gros de faire le basic fit du kung-fu. C'est-à-dire qu'il se dit, je vais ouvrir une franchise, qui sera une académie de kung-fu, et bientôt, dans les principales villes américaines, il y aura des clubs de kung-fu qui seront des clubs Bruce Lee. Donc c'est pas bête du tout, et pour quelqu'un qui va lui-même devenir plus tard une franchise, quelque part une marque, il a un peu mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'il a eu l'idée de créer une franchise autour de lui-même avant de devenir célèbre. Mais finalement, des clubs de sport qui ne sont pas forcément des clubs de kung-fu, mais des clubs de sport franchisés, il y en a pas mal. Donc il a quand même une vision commerciale qui n'est pas du tout, qui est assez pertinente, quoi. Alors, quand on regarde dans le détail la façon dont il enseigne, ce qui est très curieux aussi, et ce qui fait sa particularité, c'est qu'il ne reproduit pas du tout dans son école ce que lui a connu comme enseignement à Hong Kong. En gros, il invente un dojo qui est très californien, quoi. C'est-à-dire que vous avez des sacs de boxe, des sacs de frappe, vous avez des cordes à sauter, donc on est vraiment dans une configuration de club de boxe, et surtout, son idée, c'est que chacun est unique. C'est-à-dire que ce n'est pas un club où les gens vont faire tous ensemble le même mouvement. Il a l'idée que chacun s'entraîne séparément et que lui supervise chacun différemment, parce que pour lui, on est d'abord un individu. Et donc, si vous faites 1m70 ou si vous faites 1m95, si vous êtes plus ou moins large, plus ou moins fin, vous n'avez pas à avoir le même entraînement. Chacun est unique. Et plus il va progresser dans cette école de kung-fu, plus il va s'éloigner de l'enseignement qu'il a reçu à Hong Kong pour inventer quelque chose à lui. Donc, par exemple, il ne supporte pas qu'on l'appelle maître. Tout le monde va l'appeler Bruce. Il n'y a pas de courbette. Les gens se serrent la main, on s'appelle par son prénom. Et puis il découvre la boxe, alors il amène des gants de boxe, il amène des protège-dents, et les coups vont être véritablement portés. Et puis plus tard, il va ouvrir un autre club, dont on y reviendra, à Los Angeles. Et là, on va retrouver le cha-cha-cha, puisqu'il va mettre des congas, et les gens vont s'entraîner au rythme des percussions. Donc c'est vraiment une époque où il invente une vision des arts martiaux qui est complètement unique à sa personne. Et puis surtout, comme il est aux États-Unis, il peut découvrir d'autres sports, d'autres arts martiaux. Alors il regarde la télé et il est évidemment fasciné, parce que c'est la grande époque, par Mohamed Ali, qui fascine d'ailleurs tout le monde, mais Bruce Lee aussi. Et c'est là où il découvre cet homme qui sautille sur le ring avec ce petit jeu de jambes de danseuse.
qui n'a évidemment pas dans les arts martiaux avant lui. Il va lui emprunter ça dans ses films. Mais il n'y a pas que ça. Il se passionne pour l'escrime. Il voit à l'université des gens qui font l'escrime à l'occidental. Et dans sa bibliothèque, plus tard, on va retrouver d'anciens traités italiens d'escrime avec ces déplacements comme ça latéraux qui va reprendre plus tard dans ses films. Il découvre les arts martiaux français aussi, la canne, la savate, qui sont des choses qu'il n'aurait jamais pu approcher s'il était resté à Hong Kong. Et puis d'autres arts martiaux asiatiques qui n'étaient pas forcément très pratiqués à Hong Kong, notamment le taekwondo coréen, qui va beaucoup l'intéresser. Donc voilà, et c'est quelqu'un qui, je dirais, est un homme de diaspora, mais qui ne reste pas dans ce monde chinois, mais qui profite de ce séjour américain pour prendre tout ce qu'il peut prendre des États-Unis, c'est-à-dire un échantillon d'à peu près tout ce qui passe en Californie. Et plus tard, il va théoriser tout ça et rassembler tout ça dans son propre art martial, qui est le Jeet Kune Do. Donc, si vous voulez, Bruce Lee, aujourd'hui, c'est un grand symbole chinois, mais quelque part, c'est quelqu'un qui, ce symbole chinois ne pouvait naître que sur la côte ouest, des États-Unis, c'est-à-dire dans ce monde qui est multiculturel, qui est extrêmement américain, mais qui est un brassage d'un peu tout, où vous êtes bien sûr en contact avec l'Europe qui a été digérée par les États-Unis, et puis vous êtes aussi en contact de ce monde mexicain, du monde latin, et Bruce Lee est vraiment né de ce terreau-là. Et puis bon, alors on est au Forum des images, je sais, c'est très sérieux, mais il faut quand même passer un peu par la vie privée de Bruce Lee pour comprendre ce trajet qu'il a dans ces années-là. En 1963, il a rencontré une jeune femme qui s'appelle Linda Emery. Donc voilà, c'est pas pour faire du voici, mais un couple mixte à l'époque, c'est vraiment pas fréquent. Les mariages interraciaux en 63 aux États-Unis sont même interdits dans 17 États. Alors c'est pas le cas dans l'État de Washington ni en Californie, ce qui fait qu'ils vont pouvoir se marier en 1964. Ils vont avoir 2 enfants. Donc c'est une famille un peu particulière pour l'époque. Et puis on est en plein Flower Power. Il y a une photo aussi que j'aime beaucoup de Bruce Lee avec sa famille. Vous allez voir que, voilà, là vraiment, c'est la Californie, quoi. Les mamas and papas. Et c'est la famille de Bruce Lee en Californie. Donc il est là avec ce club de sport et il n'a aucune intention de revenir à Hong Kong. Et il n'a absolument aucune intention de revenir au cinéma non plus. Enfin, ces années de jeune star du cinéma de Hong Kong sont loin. Il a ce projet de club de sport qui commence vaguement à marcher. Et ils sont complètement fauchés. Le jour de son mariage, d'ailleurs, il n'avait même pas de quoi lui offrir une bague. Donc ils ont emprunté la bague à une copine pour pouvoir lui passer une bague en disant quand tu auras les moyens, j'achèterai une vraie bague. Mais donc ils vivent chez des amis, mais son ambition, c'est l'enseignement du kung-fu aux États-Unis. Mais il se trouve que parmi ses premiers étudiants, il y a un type qui s'appelle Jay Sebring, et qui n'est pas tout à fait dans le cinéma, il est coiffeur. Mais il est le coiffeur du tout Los Angeles, c'est-à-dire les plus grands acteurs, les plus grands producteurs vont se faire les mèches chez Jay Sebring. Et il y a ce côté très américain où on a toujours une affaire pour quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et parmi les clients de Jay Sebring, il y a un gars qui s'appelle William Dozier, qui est un producteur de télévision, qui a produit notamment les Batman. Et il a un vague projet de série télé avec un personnage qui ferait des arts martiaux. Ça ne marche pas très bien. Puis finalement, il y a un deuxième projet qui arrive, qui s'appelle le Frelon Vert. Et là, Sebring lui dit, mais moi, j'ai un type extraordinaire, je suis ses cours d'arts martiaux, tu devrais t'inscrire. Il s'appelle Bruce Lee et je pense qu'il serait bien dans le rôle du frelon, enfin qu'il ait un rôle dans le Frelon Vert parce que vraiment les gens à la télé seraient fascinés par ce qu'il fait. Et donc Bruce Lee va passer ce casting et il décroche un rôle dans cette série, Le Frelon Vert, où il joue, pour ceux qui connaissent la série Le Frelon Vert, il joue le rôle d'un chauffeur, il est le chauffeur du héros. Donc c'est pas, voilà, pour Bruce Lee, c'est pas tout à fait quelque chose de si glorieux que ça, mais néanmoins, il a un salaire conséquent pour la première fois
depuis qu'il est arrivé aux États-Unis. C'est-à-dire que là, il va pouvoir nourrir sa famille, avoir un appartement. Et étant Bruce Lee, comme vous l'avez vu devant le restaurant de Robichaud tout à l'heure, il commence par tout flamber. C'est-à-dire qu'il s'achète une sublime voiture, il prend une location d'un appartement magnifique à Los Angeles, et c'est le rêve américain de Bruce Lee. Il croit y être arrivé. Il se dit qu'à partir du Frelon Vert, il va mener une très grande carrière, et tout à coup naît ce rêve de devenir une grande star internationale de cinéma avec les arts martiaux. Et il faut voir qu'aujourd'hui, ça peut paraître évident, mais à l'époque, il n'y a pas de star internationale d'arts martiaux. Vous avez des stars d'arts martiaux à Hong Kong, vaguement des gens qui ont fait un peu de judo dans quelques films, mais ça n'existe pas, une star internationale d'arts martiaux. Et lui, il a cette vision qui s'avérera très juste, qu'on peut devenir une superstar internationale quand on est doué dans les arts martiaux. Le problème, c'est qu'il n'y a que lui qui a cette vision-là. La série ne va pas être reconduite. Et lui, s'il veut toujours être acteur, au fond, il est comme 90% des acteurs de Los Angeles, c'est-à-dire que c'est un acteur au chômage. Donc il est retombé, il a frôlé ce rêve américain pendant quelques mois, et tout à coup il redevient, il retombe, voilà, c'est un acteur au chômage, quoi. Alors la plupart des acteurs au chômage à Los Angeles, vous les voyez, ils sont serveurs, mais lui, il va reprendre son activité d'enseignant d'arts martiaux. Il a déjà cette petite clientèle. Et alors là, on n'est plus du tout dans cette idée du fitness park de franchiser. Là, il fait plutôt du coaching personnalisé. C'est $500 pour 10 leçons, ce qui peut paraître pas grand-chose aujourd'hui, mais c'est quand même assez conséquent pour l'époque. Et son idée, ce n'est pas de continuer là-dedans, mais que s'il arrive à avoir des clients pour recevoir des cours d'arts martiaux à $500 pour 10 leçons, parmi eux, il y aura peut-être des gens qui vont s'intéresser à lui, après tout c'est ce qui vient de lui arriver pour le Frelon Vert, et qui vont l'aider à devenir une star de cinéma. Donc les premières recrues, c'est toujours chez ce fidèle Jay Sebring, qui tout en faisant des mèches et en faisant des mises en pli, dit « vous devriez faire du kung-fu avec Bruce Lee ». Et c'est comme ça que James Coburn, ce grand acteur américain, va devenir un des élèves de Bruce Lee. Il y aura ensuite Steve McQueen, Roman Polanski qui amène sa femme Sharon Tate, Dean Martin. Tous ces gens vont être des élèves de Bruce Lee. Et lui, bien sûr, se dit qu'à un moment, ils vont lui proposer un rôle. Sauf qu'il n'a pas compris que ce n'est pas du tout comme ça que ça marche, et que ce n'est pas parce que vous prenez des cours d'arts martiaux avec quelqu'un que ces gens-là vont vous amener au cinéma. Ça ne fonctionne pas comme ça à Hollywood. Mais il s'entête là-dedans. Au bout d'un moment, il voit bien que ça ne marche pas. Et donc, il a ce réflexe qu'ont à peu près tous les gens qui veulent percer. Alors aujourd'hui, vous écririez par exemple un one-man show, quoi. Vous dites, bon, puisque personne ne veut de moi, je vais faire un seul en scène, et puis là, les gens vont me remarquer. Et lui, il décide d'écrire un synopsis pour le premier grand film d'arts martiaux américain, et il va voir la personne dont il est le plus proche à Hollywood, c'est-à-dire Steve McQueen. Et là, il fait une erreur fatale. C'est-à-dire qu'il oublie que Steve McQueen, il est très sympa quand on lui donne des cours d'arts martiaux, mais c'est une star de cinéma américaine. Alors McQueen, quand il reçoit à ce moment-là Bruce Lee, il a cette réponse qu'ont toutes les stars américaines quand on leur propose quelque chose, c'est « parle-en à mon associé », ce qui veut dire non. Et Bruce Lee ne comprend pas. Alors, il retourne voir Steve McQueen, et là, McQueen, un peu plus fermement, va lui dire écoute, non. Et l'autre, il insiste encore. Et Sterling Siliphant, qui était un ami de Bruce Lee et de Steve McQueen qui était présent, il a témoigné de la dernière phrase de Steve McQueen à Bruce Lee. Il lui dit écoute, parce que McQueen a très bien compris, toi, tu viens me proposer un film qui va faire de toi une star. Moi, je suis une star. Je ne suis pas là pour aider les autres à devenir des stars. Donc moi, je t'aime bien, mais compte pas sur moi pour monter sur mes épaules. Et là, Bruce Lee vit ce moment vraiment très, 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 très douloureusement, c'est-à-dire qu'il comprend que ça, depuis des années, il est en train de mettre en place une stratégie qui est une impasse. Et là, on en est à la deuxième phase de ce fameux combat du Colisée, c'est-à-dire l'attaque en ligne droite qui échoue.
on reprend cet extrait de La Fureur du Dragon. Voilà où en est Bruce Lee à ce moment-là de sa vie face à l'Amérique, c'est-à-dire KO, quoi. KO, mis-KO par Steve McQueen, dont on peut voir peut-être un double dans Chuck Norris ici, même si Bruce Lee va rester ami avec Steve McQueen. Il y a une anecdote assez terrible où, bien des années plus tard, pas bien des années, 2-3 ans plus tard, Bruce Lee a réussi à Hong Kong. Il a un rendez-vous à Los Angeles et il descend dans un hôtel très chic de Los Angeles et il appelle Steve McQueen. Il lui dit voilà, je suis revenu, ce serait sympa qu'on se voit. Et Steve McQueen dit qu'il n'a pas le temps, mais il fait déposer à l'hôtel de Bruce Lee une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y a une photo de Steve McQueen dédicacée et il y a marqué « À Bruce Lee, mon plus grand fan, Steve McQueen ». Ce qui va rendre fou Bruce Lee. Et voilà, McQueen était comme ça. Et Bruce Lee, je pense qu'il savait qu'il énervait Bruce Lee et peut-être il avait envie de le voir en fureur parce qu'au fond, il l'aimait bien, je ne sais pas. Mais il se trouve que le Frelon vert, donc, qui n'a pas marché aux USA, est plutôt bien diffusé à Hong Kong. Ce que Bruce Lee soupçonne, mais il ne mesure pas ça. Puis à un moment, il est de retour à Hong Kong pour voir sa famille. Et là, il s'aperçoit qu'il y a une vraie curiosité autour de sa personne. Il est même invité dans un grand talk show. Et là, soudain, les Hongkongais découvrent ce Chinois qui a l'air de Steve McQueen. C'est-à-dire qu'il est habillé de façon complètement différente. Il a une attitude très cool, très détendue, très drôle, assez bravache. Et aucun acteur hongkongais n'a l'air de Bruce Lee, quoi. Et donc il déclenche une vraie vague de curiosité autour de sa personne. Il porte un jean en blanc, il est très beau en plus. Les gens l'avaient complètement oublié, parce que la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était quand il était enfant à Hong Kong, dans ces fameuses productions. Donc voilà, il découvre ce jeune Chinois occidentalisé, et ça crée une vraie curiosité. Et à Hong Kong, il y a un producteur qui s'appelle Raymond Chow, qui vient de fonder un studio, la Golden Harvest, et qui, ce gars lui tape dans l'œil, quoi. Et Bruce Lee est complètement fauché. Il va retourner à Los Angeles, et puis Raymond Chow poursuit ce jeune acteur. Et finalement, pourquoi pas ? Pourquoi pas retourner à Hong Kong ? C'est quand même un échec, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi aux États-Unis. Mais d'abord, il n'y a pas le choix, parce qu'il y a quand même 2 enfants à nourrir. Si ça ne marche pas aux États-Unis, il faut bien que ça marche quelque part. Et donc, il va repartir vers Hong Kong. Et là, c'est de nouveau, on franchit le Pacifique, on va vers cet autre monde pour essayer d'y réussir. Et Raymond Chow, lui, il a tout à y gagner parce qu'il cherche des gens. Il a besoin de nourrir ce jeune studio qu'il a ouvert. Et il se dit que avec ce jeune gars-là, il va peut-être pouvoir avoir un atout par rapport aux autres, qui est l'atout de la jeunesse. C'est pas évident, en fait, la jeunesse. C'est-à-dire que quand vous faites le pari de quelqu'un de jeune, vous pouvez, c'est quitte ou double, ça peut plaire ou ça peut complètement déplaire. Et donc il lui met dans les pattes pour ce premier film un vieux réalisateur, Lo Wei, qui lui est un gros routier du cinéma hongkongais. Et Lo Wei et Bruce Lee ne vont pas s'entendre du tout. Bruce Lee méprise Lo Wei, en fait.
Il se dit que bon, bah, Lowery, c'est pas un grand cinéaste, c'est pas exactement ce dont il rêvait. Est-ce que Steve McQueen tournerait avec Lowery? Ça ne se fait pas. Mais néanmoins, l'alliance de ces deux-là va donner Big Boss. Et Big Boss va être un succès phénoménal. Parce que les gens découvrent Bruce Lee, parce que voilà, il bouge comme aucun autre acteur hongkongais avant lui. Et puis Big Boss, c'est pas le nom de Bruce Lee. Hein. Le Big Boss, c'est pas Bruce Lee. Le Big Boss, c'est la personne que va affronter Bruce Lee, et c'est un patron chinois de la diaspora en Thaïlande. Donc on est encore dans l'idée d'un voyage. Et Bruce Lee, lui, interprète le jeune prolo qui découvre que ce vieux patron chinois est en fait un proxénète, un trafiquant de drogue, et qui en gros va lui casser la gueule, quoi. Et à cette époque, la ville de Hong Kong est en pleine effervescence. On est vraiment dans les grandes années du Made in Hong Kong. Vous avez des usines verticales où les gens travaillent comme ça dans ces grands immeubles. Et évidemment, ils travaillent dans des conditions très difficiles. Donc il y a des tas de mouvements sociaux, des revendications salariales, des grèves, des violences. Et l'idée que le Big Boss se fasse étriper par un jeune, c'est plutôt pas mal, quoi. Et donc le film va connaître un énorme succès aussi pour ça, quoi, parce que vous avez un jeune gars un peu arrogant qui va tuer un vieux, quoi. Et il y a une révolte chez Bruce Lee avec les capacités physiques qui vraiment parlent aux gens. Raymond Shaw, lui, avant même que le film sorte, se dit ça va être un carton, c'est-à-dire qu'il sent tout de suite que ça va marcher, et il met en chantier tout de suite un autre film qui sera La Fureur de vaincre, encore réalisé par Lowery, qui n'est toujours pas remonté dans l'estime de Bruce Lee, hein, au passage. C'est-à-dire que Bruce Lee pense que tout le succès de Big Boss, c'est lui, et que Lowery est quand même un cinéaste très très médiocre. Mais néanmoins, ce duo va faire un autre film qui va encore mieux marcher. Et là, on est au 19e siècle, à Shanghai. C'est la seule fois où, quelque part, Bruce Lee ira à Shanghai, mère patrie de sa mère. Il va le visiter dans des décors en carton de cinéma. Et on est au 19e siècle, donc cette période très humiliante pour les Chinois. Donc là encore, Bruce Lee est un voyageur qui arrive dans une situation de Chinois exploités, cette fois non pas par un big boss, mais par des Japonais. Et là, on jubile de voir Bruce Lee rendre la justice. Et là, soudain, Bruce Lee, effectivement, avec ces deux films, devient une superstar. Mais sa correspondance montre qu'il n'est pas entièrement satisfait, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé là où il souhaitait. Pourtant, il a absolument tout ce dont il rêvait, c'est-à-dire qu'il a une Mercedes, il a toujours aimé les très belles voitures, il a une très belle villa, donc voilà, c'était son rêve de posséder un toit pour sa famille. Il a des très beaux costumes, parce qu'il est très coquet aussi, mais seulement, bon, la Mercedes, elle est immatriculée à Hong Kong, la villa, elle est à Kowloon, lui, il veut être à Malibu. Steve McQueen n'habite pas à Hong Kong. Et en plus, il sait toujours que Lowery, c'est pas Roman Polanski. Et lui, il voulait faire un film avec Roman Polanski. Bon, le prochain film, il se dit, je vais tout faire moi-même. Et là, enfin, il va pouvoir faire un film qui lui ressemble de façon vraiment très très nette. Et c'est La Fureur du Dragon. Dans La Fureur du Dragon, que vous allez voir si vous restez ce soir, vous avez encore un personnage qui est un grand voyageur. Cette fois, il va à Rome. Bruce Lee donc arrive à Rome. Et également pour aider des Chinois dans la difficulté, ce sont des restaurateurs. Donc on retrouve ce décor de Robichaud, qui sont rackettés par la mafia italienne. Et donc là, Bruce Lee va inscrire son art du kung-fu dans un monde qui est le monde de son temps, le monde d'aujourd'hui, avec des gens de toutes sortes de nationalités. Vous avez vu Chuck Norris qui est américain, mais vous avez vraiment des gens qui viennent de toutes sortes de disciplines. Donc là, on retrouve l'essence de ses cours d'arts martiaux, de ce qu'a été les arts martiaux pour lui. Le karaté avec Chuck Norris, mais vous avez taekwondo, enfin, voilà, et l'Italie. Rome et le Colisée, bien sûr, on est dans le symbole du combat occidental, l'arène antique de l'Occident, dans lequel ce gladiateur chinois va triompher. Et puis, Rome, ça l'intéresse aussi, parce que Bruce Lee, il est très intrigué par Clint Eastwood.
Clint Eastwood, comme lui, vient d'une série télé. Comme lui, il avait du mal à démarrer dans le cinéma. Et comme lui, il est parti. Alors, Bruce Lee, lui, il est parti vers Hong Kong. Mais Clint Eastwood, il est parti de l'autre côté. Il est parti à Rome. Il était à Cinecittà. Il a fait ces fameux westerns italiens qui lui ont permis de devenir une superstar et de revenir aux États-Unis et de devenir Clint Eastwood. Donc, ce trajet-là trotte dans la tête de Bruce Lee et Rome l'intéresse pour ça. Et vous avez vu au début qu'il a fait un pur plan de western avec les jambes écartées, la perspective, l'adversaire derrière, et que la bande-son a évidemment piqué 2 accords à Ennio Morricone. Donc vraiment, il est dans cette idée que oui, il est en train de faire un film d'arts martiaux, mais c'est quand même aussi un petit peu un western italien. Quand vous verrez le film, ou ceux qui l'ont déjà vu, vous constaterez que c'est aussi un film de mafia, c'est aussi un polar. Donc on est dans cette grande idée de Bruce Lee du métissage. C'est-à-dire que le genre arts martiaux, tout à coup, n'est plus un genre en soi, c'est le réceptacle de tout un monde qui passe de l'Occident, de l'Orient, et tout ça va se jouer dans le cinéma hongkongais, incarné par Bruce Lee, qui lui-même vient des États-Unis. Et son idée avec ce film, c'est de toucher un public qui n'est pas seulement le public de Hong Kong, mais qui est un très large public. C'est-à-dire que puisqu'il a toutes ces références, après tout, peut-être que le monde entier pourra se reconnaître. Et peut-être qu'il va pouvoir lui-même atteindre son but d'aller à Hollywood avec ce nouveau film-là. Et là, c'est la deuxième partie, c'est la troisième partie déjà, l'échauffement, l'échec, la troisième partie de ce fameux combat du Colisée. C'est-à-dire que vous allez voir comment il a échoué dans la ligne droite, et il va faire face à Chuck Norris exactement ce qu'il a fait en allant à Rome, c'est-à-dire un détour. Et on retrouve cette idée d'être comme l'eau, c'est-à-dire d'être souple, de ne pas être rigide, de ne pas suivre une ligne droite, mais d'épouser le nivellement, d'épouser le terrain et de s'adapter. Voilà la suite et la fin du fameux combat contre Chuck Norris, qui est le combat de la vie de Bruce Lee.
Waouh. Donc vous avez vu ce qui s'est passé, il a changé de stratégie, il est passé complètement à autre chose. Alors évidemment, tout ça est une chorégraphie extrêmement étudiée, il y a des dessins de Bruce Lee où tout est noté, la façon dont il prend Chuck Norris par le cou, etc. Il avait soumis tout ça à Chuck Norris, qui avait été champion du monde de karaté, et Norris a raconté cette anecdote assez marrante. Il a reçu ça, lui, il n'avait pas fait de cinéma. Et puis, il a dit à Bruce Lee, en fait, tu veux battre le champion du monde de karaté. Et Bruce Lee a répondu, non, je veux tuer le champion du monde de karaté. Et ce qui est très drôle, c'est que Chuck Norris s'est jamais vraiment remis de cette scène-là. C'est-à-dire que bon, il a fait toute une carrière que vous connaissez peut-être au cinéma, extrêmement brillante. Et Walker, Texas Ranger. Et à chaque fois qu'on l'interroge, on lui parle de cette scène. Et on sent bien que ça l'énerve, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, c'est la scène qu'il a lancée, qui a fait de lui un acteur de cinéma, alors que bon, il venait du sport. D'un autre côté, quand même, la grande marque de Chuck Norris dans l'histoire du cinéma, c'est comment il se fait tuer par Bruce Lee. Et arracher les poils, quand même. Une séquence très, très, très intéressante. J'avais essayé de le contacter parce que je voulais qu'il fasse la préface de mon livre sur Bruce Lee, puis j'ai jamais eu de réponse. Mais je ne sais pas si la demande lui est parvenue. En tout cas, voilà, le film connaît un succès phénoménal à Hong Kong, dans toute l'Asie. Et là, enfin, la Warner Brothers l'appelle. C'est-à-dire que là, voilà, il va pouvoir retourner en Amérique, faire son premier grand film américain, il va imposer le titre au studio. Il dit ça doit s'appeler Enter the Dragon. Le dragon arrive, le dragon entre. Au début, au studio, ils sont pas très chauds. Puis finalement, à la Warner, les gens se disent c'est pas mal Enter the Dragon parce que si ça marche bien, on va pouvoir faire Return of the Dragon. Donc déjà, il y a l'idée quand même que ce gars, il peut porter sur lui une franchise, un peu à la façon d'un James Bond. Et d'ailleurs, Opération Dragon, comme on dit en français, c'est un peu une sorte de James Bond d'arts martiaux. Pour la première fois, il a droit à un réalisateur américain. Alors, c'est toujours pas Roman Polanski, comme il en a rêvé. C'est Robert Klaus, qui n'est pas une énorme star de la réalisation américaine, mais c'est déjà un bon début. Et surtout, Opération Dragon est vraiment un film qui porte les idées de Bruce Lee, c'est-à-dire que autour de lui, vous avez des gens de toutes les nationalités, de toutes les origines, vous avez toutes sortes d'arts martiaux. On y tue encore une fois un vieux maître qui est très méchant. Et puis à la fin du film, on amène ce génial compositeur argentin qui est Lalo Schifrin. Et lui, Lalo Schifrin, il comprend tout, c'est-à-dire qu'il va composer, à mon avis, une de ses plus belles bandes-son pour Opération Dragon. Si vous écoutez cette géniale musique d'Opération Dragon, vous avez un côté un peu orientalisant, très Chinatown, un peu cliché, mais vous avez du jazz, vous avez des accords funky derrière. Je me demande, je ne suis pas assez mélomane, s'il n'y a pas un peu de cha-cha-cha quand même dans la bande-son d'Opération Dragon. Donc c'est vraiment quelque chose qui ressemble à l'ambition de Bruce Lee à ce moment-là, d'ouvrir les arts martiaux à quelque chose de plus grand. Le tournage a été dantesque, épouvantable. Quand vous verrez le film, par exemple, il y a un moment où il doit se battre contre un serpent, mais le serpent, il est tout ramolli parce qu'il fait trop chaud. Alors bon, il tape le serpent pour lui donner un petit peu de peps, puis finalement, le serpent va mordre Bruce Lee. Alors bon, heureusement, il est vidé de son venin. Il y a tout un tas de problèmes avec la figuration. Ils n'ont pas trouvé d'actrices assez nombreuses pour se dénuder, donc ils sont allés prendre des prostituées dans les bas-fonds de Hong Kong, et auxquelles elles ont réclamé un salaire supérieur aux figurants, ce qui fait que les figurants n'étaient pas contents. Mais bon,
Au bout d'un moment, alors Robert Close a dit, je crois qu'il a dit, j'ai passé 3 mois à Hong Kong, j'ai l'impression d'avoir perdu 3 ans de ma vie, tellement c'était horrible. Mais le résultat est là. C'est vraiment un film d'arts martiaux de facture hollywoodienne, Warner Brothers. Et pour Bruce Lee, il touche au but. C'est-à-dire que là, enfin, il est persuadé qu'avec ce film-là, il va devenir la grande star hollywoodienne qu'il a toujours rêvé d'être. On voit des lettres qu'il envoie à son avocat où il a plein de projets, notamment un projet de dessin animé autour de sa personne, où il deviendrait lui-même un personnage de dessin animé. Et c'est une idée que Jackie Chan va emprunter plus tard. Tout ceci n'aura pas lieu puisque le 20 juillet 1973, Bruce Lee à Hong Kong succombe à une overdose médicamenteuse. Donc en fait, au moment où il arrive à toucher ce rêve américain, sa vie s'arrête et en même temps ne fait que commencer, puisque le mythe de Bruce Lee, en tout cas au niveau international, va naître. Il est encore totalement inconnu aux États-Unis. Le 21 juillet, le New York Times publie une nécrologie, mais qui est vraiment minuscule. Il n'y a que quelques lignes. Je vous lis les dernières lignes de cette nécrologie. Ces films étaient fabriqués à Hong Kong, ils ont connu un succès local et ils commençaient à trouver leur public en Amérique latine. Et ça s'arrête là. Donc les gens ne savent pas du tout qui il est. Et bizarrement, Bruce Lee, comme il a toujours vécu, il va être enterré 2 fois. Enterré de façon évidemment métaphorique. Il n'est enterré qu'une fois, mais il y a 2 funérailles en tout cas. Une sur chaque rive du Pacifique, et donc une à chaque lieu qui aura compté pour lui. À Hong Kong, c'est un traumatisme. Il y a des fans qui passent la nuit entière devant le funérarium qui est rempli de fleurs. Il y a évidemment toute sa famille qui est là, mais aussi tout le showbiz de la ville qui va défiler sur sa tombe. Tout le monde est en blanc, bien sûr. Et sur le cercueil, il y a une phrase, il y a marqué « Une étoile disparaît dans l'océan de l'art ». Et on retrouve évidemment cette idée d'une inaccessible étoile et cette chanson de Tom Jones qu'on va réécouter. Voilà, donc il faut s'imaginer que maintenant, le cercueil de Bruce Lee va retraverser le Pacifique, en avion cette fois. La première fois il était en bateau, donc le temps a passé. Et il arrive là où tout a commencé pour lui en tant qu'homme, à Seattle, qui est la ville évidemment de son épouse, la ville de ses débuts. Et là, pour l'enterrement de Bruce Lee, au Lakeview Cemetery, il y a environ 12 personnes, pas plus, tellement il est inconnu. Il y a les copains des débuts, il y a Jesse Glover, dont je vous ai parlé, il y a Taki Kimura. Et qui porte le cercueil? C'est Steve McQueen. Et donc Steve McQueen, enfin, prend Bruce Lee sur son épaule, maintenant qu'il est mort. Mais bon, il l'a fait. La suite, vous la connaissez, c'est Opération Dragon, qui sort, il y a un monde fou dès l'avant-première à Los Angeles, évidemment au Chinese Theater, et des gens qui habituellement ne vont jamais au cinéma, des gens qui vont vraiment constituer la base du public de Bruce Lee, c'est-à-dire le peuple, des gens qui sont des ouvriers, des gens qui sont comme lui des immigrés, et qui vont aller voir Opération Dragon, qui vont redécouvrir par la suite Big Boss. Ces films vont arriver après en France, sur les grands boulevards, en français bien sûr, et toucher ce public d'émigrés. Aujourd'hui, vous allez n'importe où, en Afrique, en Amérique latine, vous aurez toujours un poster de Bruce Lee quelque part. Et Bruce Lee donc atteint ainsi, après sa mort, cette inaccessible étoile. On peut maintenant réfléchir. Qu'est-ce que c'était que l'inaccessible étoile, cette inaccessible étoile de Tom Jones, de Jacques Brel? Bien sûr, on peut avoir une vision très superficielle des choses, se dire que cette quête, comme chantait Jacques Brel, c'était celle de Bruce Lee, c'est-à-dire le rêve américain, tout simplement. L'idée que un jeune Chinois de diaspora peut réussir dans le cinéma. Mais vous avez compris
ce que je voulais dire ce soir, c'est qu'il y a autre chose, à mon avis, bien plus profond. Une quête qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus grandiose, qui correspond beaucoup mieux à cette chanson, qui dépasse Bruce Lee et le cinéma. Sur sa tombe, il n'y a pas écrit acteur de cinéma d'ailleurs, il n'y a pas écrit producteur, il n'y a pas écrit réalisateur. Il y a écrit fondateur du Jeet Kune Do, donc créateur d'une école d'arts martiaux. Ça veut dire que pour lui, le cinéma, c'était juste une façon de mettre dans des images cette idée géniale et généreuse d'une fusion entre Est et Ouest, entre les arts martiaux et le reste du monde, y compris le cha-cha. Il a rêvé, bien sûr, de devenir riche et célèbre, mais il a rêvé d'un monde plus grand que lui, d'un monde qui ressemblerait à sa famille, qui ressemblerait à sa personne, à ce qu'il était, d'un monde où tous les mélanges étaient possibles, où on pouvait faire de la boxe, vous l'avez vu tout à l'heure, sautiller comme Mohamed Ali, ou peut-être du cha-cha-cha, où on pouvait faire de l'escrime, où on pouvait faire du kung-fu. Et c'est pour ça que je pense qu'on regarde encore cet homme et ses films aujourd'hui en 2024 et qu'on est toujours aussi fasciné par lui. Parce que cette étoile inaccessible, c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Je veux dire, l'Est et l'Ouest sont toujours dans un rapport de rivalité, d'incompréhension. Et lui, il a essayé de dépasser ça. Et aussi parce que, bien sûr, il est chinois, bien sûr, il est un symbole chinois, mais il ne s'est jamais revendiqué d'une communauté, Bruce Lee. C'est-à-dire que, ou alors, la communauté, c'était celui qu'il avait fondé à travers ses arts martiaux, à travers ces gens de toutes origines qu'il y a dans ses films et qu'il y avait autour de lui. Il ne s'intéressait pas à l'origine des gens. Les gens qui ne pouvaient pas recevoir un enseignement d'arts martiaux en Chinatown, lui, il les accueillait. Donc pour lui, c'était une quête, comme dit la chanson. S'il y a eu une communauté, ce n'est pas une communauté d'extraction, d'origine, mais c'est une communauté d'un projet commun, d'un projet pour l'avenir, pas tourné vers le passé. Et donc il a fait ces films-là, ces quelques films qui vraiment lui ressemblaient. Et autant que son agilité, sa vitesse, cette énergie d'aller toujours de l'avant, on la sent vraiment dans ses combats, y compris dans ce qu'on a vu ce soir. Et c'est ce qui nous fascine encore aujourd'hui, c'est vraiment cette façon de toujours avancer. Alors dans ses archives, il y a un autre film. On a retrouvé des bouts, il avait commencé à tourner, un film que Bruce Lee a toujours présenté comme le plus grand film d'arts martiaux de tous les temps, qui est Le Jeu de la mort. Il n'a jamais terminé ce film, puisqu'il est mort, mais néanmoins, il en a tourné des bouts. Et c'est donc un film inachevé, qui a été achevé, mais pas par lui, par d'autres, d'une façon un peu grotesque, mais qui néanmoins contient des petits bouts de ce que Bruce Lee a tourné. Et il y a une scène absolument fascinante dans ses archives, dans les débris du naufrage qu'a été le Jeu de la mort, qui est un combat où là, on n'est plus dans le cha-cha-cha, on n'est plus dans le kung-fu, on arrive à ce que Bruce Lee amène du basketball. Il était parmi ses élèves, il y avait Karim Abdul-Jabbar, ce grand champion de basket, et il l'a convoqué à Hong Kong entre deux matchs pour tourner cette scène très étrange, mais qui nous dit où Bruce Lee voulait aller peut-être dans la suite. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans La Fureur du Dragon, on est pratiquement dans le cinéma fantastique, c'est-à-dire que le kung-fu est dans une nouvelle étape, et dans l'échelle des deux combattants, dans l'échelle hallucinante qui sépare Bruce Lee de Karim Abdul-Jabbar, vous avez cette idée de cette inaccessible étoile que chantaient Tom Jones et Jacques Brel. Donc voilà, je voulais terminer par ce combat extraordinaire de Bruce Lee contre Karim Abdul-Jabbar dans Le Jeu de la mort.
rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se tanner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille et les villes s'éclabousseraient de bleu parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile. Voilà, merci beaucoup. Et merci au Forum des Images pour ce montage absolument inédit de Jacques Brel et Bruce Lee. À propos de ce montage, merci beaucoup d'avoir fait entendre Jacques Brel avec Bruce Lee dans ce programme sur Hong Kong. C'est inédit. Et je remercie Nicolas Seton pour effectivement ce montage génial. Voilà, on a un petit moment pour des questions. Donc voilà, levez la main, n'hésitez pas. Si vous avez encore des choses à apprendre sur Bruce Lee. Oui, il y a un micro qui arrive. Bonsoir, merci encore pour ce cours plus que passionnant, sur une personnalité, sur un mythe passionnant. Merci encore. Alors, désolé pour la question. Je voulais avoir votre avis, ce que vous pensez de l'image que donne Tarantino dans Once Upon a Time in Hollywood, et je précise bien le roman, la novélisation, où il développe tout ce qui... Enfin, je voulais avoir votre avis. Alors, merci encore. Oui, effectivement, cette séquence de Once Upon a Time in Hollywood, c'est compliqué, c'est-à-dire que ça illustre assez bien ce qui est arrivé à Bruce Lee, exactement le moment où j'ai finalement coupé l'extrait où l'autre fait comme ça, sauf que Tarantino traite ça de façon comique, c'est-à-dire qu'en gros il se moque de Bruce Lee. Et la scène d'ailleurs fonctionne assez bien, elle est rigolote, mais c'est pas drôle en fait ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en gros vous avez là quelqu'un qui a beaucoup plus de talent que les autres, qui fait des tas d'efforts, qui fait 2 fois plus d'efforts que les autres, qui en plus, j'en ai pas parlé, mais les contrats sont là et payés 2 fois moins que tout le monde, et qui s'en prend plein la tête. Alors, ça marche dans un film de fiction, puis Tarantino a du talent, mais est-ce que c'est vraiment drôle ? Enfin, je veux dire, à ce moment-là, dans la vie de Bruce Lee, je comprends qu'il ait fait ça parce que la scène est drôle. Je comprends aussi la réaction de la famille de Bruce Lee qui est choquée, parce que la réalité derrière tout ça, elle est vraiment pas drôle. C'est-à-dire, c'est la réalité de ce qu'a été... de ce qu'était être un étranger dans ce système-là, quoi.
Et ça, c'est pas drôle. Et Bruce Lee a vraiment souffert de ça. Donc voilà, oui, ça marche en tant que scène de cinéma, mais ce qui est en plus bizarre, c'est que Tarantino le sait très bien, c'est-à-dire qu'il connaît par cœur Bruce Lee. Quant à Tarantino, c'est un cinéphile fou, je veux dire. Donc je pense qu'il a sacrifié quelque chose pour avoir un effet marrant dans son film, alors qu'il sait très bien qu'en fait, non, c'est pas marrant du tout, quoi, ce qui se jouait à ce moment-là, quoi. Oui. Alors je ne sais pas, oui, comment s'il a écrit le roman, voilà, en réaction à ça. Franchement, je sais pas du tout en fait j'ai pas suivi en fait la façon dont Tarantino a romancé ça. Si c'est parce qu'il a regretté à un moment ou si c'est parce que peut-être qu'il n'arrivait pas à en tirer quelque chose de comique sous forme écrite, parce qu'il est d'abord cinéaste et que ça marchait pas et que donc il a traité ça sous forme tragique. Franchement, je sais pas du tout. Mais c'est une séquence très, très ambiguë, parce que, comme je disais, en même temps, elle raconte une réalité, quoi. C'est que vraiment, il s'est heurté à un mur qui est incarné par Brad Pitt. Alors, en plus, Brad Pitt, dans le film, il joue quand même pas non plus une grande réussite hollywoodienne, puisque c'est un pauvre cascadeur. Donc voilà. Bon, en même temps, ça fait encore parler de Bruce Lee, quoi. C'est-à-dire, ça montre aussi que, quand même, dans cette grande fresque américaine du Los Angeles de l'époque, Bruce Lee était là et qu'il a joué un rôle, il était inconnu à l'époque, mais qu'il faisait partie des grandes personnalités du mythe du Los Angeles de ces années-là. Et le film de Tarantino se termine par ce massacre, la mort de Sharon Tate, et Bruce Lee était à l'enterrement de Sharon Tate. Donc je veux dire, là pour le coup ça a été documenté. On s'en est aperçu après. Il y a un moment où un caméraman amateur fait comme ça un panoramique sur les gens présents et Bruce Lee était là. Donc c'est aussi intéressant quand même de voir que voilà, dans cette époque charnière d'Hollywood, il y avait Bruce Lee, quoi. Là, oui, ici. Attendez le micro, il arrive. Bonsoir. Voilà, alors il y a eu pas mal d'interprétations sur la mort de Bruce Lee. Et en fait, de quoi est-il vraiment mort? Je ne sais pas. On a parlé beaucoup de choses, quoi. Donc je ne sais pas si. Oui, ça nécessiterait En tant que spécialiste, je ne sais pas si vous avez une réponse. Alors, la mort de Bruce Lee, comme souvent les grands mythes, que ce soit James Dean ou Marilyn Monroe, fait partie évidemment de la mythologie de Bruce Lee. En réalité, il n'y a pas d'énormes secrets, il y a juste un énorme problème lié à l'attitude à ce moment-là de Raymond Chow. C'est-à-dire, bon, Bruce Lee est chez sa maîtresse, il est pas en bonne santé, hein, Bruce Lee. C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est quelqu'un qui mettait son corps à des épreuves inhumaines. Il s'était blessé plusieurs fois, il avait déjà été malade, il avait déjà fait des malaises, et vraisemblablement, il a pris le médicament de trop qui l'a tué. Mais ce qui s'est passé, c'est comme il était chez sa maîtresse, Raymond Chow, qui était à la fois producteur, agent, porte-parole de Bruce Lee, a menti. Donc, à ce moment-là, les rumeurs commencent à courir. C'est-à-dire qu'évidemment, quand vous commencez par dire que Bruce Lee est mort chez lui, alors qu'il est mort chez sa maîtresse, Hong Kong c'est tout petit, donc la presse n'a pas tardé à voir que le corps, il n'était pas sorti de chez lui, il était sorti de chez Betty Ting. Qu'ensuite vous dites oui, mais alors il était chez Betty Ting, en effet, je n'ai pas dit la vérité, mais il était là-bas pour travailler sur un scénario. Bon, on ne travaille pas sur un scénario dans un studio chez Betty Ting, quoi. Donc en fait, tout ça a créé une sorte de série de suspicions. Et il y a aussi le fait que Bruce Lee était tellement célèbre, tellement aimé à Hong Kong, que je crois que personne n'a voulu qu'il soit mort. C'est-à-dire que quand on regarde la façon dont se déroulent les quelques heures après sa mort, en gros, vous avez des gens qui essayent de réanimer un cadavre. C'est-à-dire que Bruce Lee est mort depuis plusieurs heures et on lui fait des massages cardiaques jusqu'à l'hôpital, alors qu'il est mort, il n'y a pas de problème. Mais on insiste. Et je pense que la population était exactement comme ces médecins complètement désemparés devant
cet homme qui avait l'air si puissant, si fort, qui avait l'air invincible, et se dire qu'il était mort à cause d'un cachet d'aspirine, c'était juste pas possible. Et toutes ces théories sur sa mort, quelque part, et encore aujourd'hui, sont une bonne façon, je crois, de le maintenir en vie, exactement comme Marilyn Monroe. C'est-à-dire de se dire que bon, il y a peut-être quelque chose quand même, et donc on écrit un nouveau film, un nouveau scénario. La réalité, comme pour Marilyn, c'est que à un moment, vous dépassez la dose et vous mourrez. Voilà. Et que vous soyez Bruce Lee ou Marilyn Monroe, si vous êtes James Dean, si vous êtes à une certaine vitesse sur une route, que vous heurtez un camion, vous mourrez. Et donc, il y a une réaction chimique qui fait que Bruce Lee est mort. Et que même s'il a l'air invincible comme ça, il est comme tout le monde. Mortel. Oui, c'est bien ça. Et je crois me souvenir que sa femme écossaise disait que Bruce Lee était allergique à l'aspirine. Oui, en fait, et puis... Dans un livre, elle le dit, je crois. Non, puis, encore une fois, par exemple, il s'était fait opérer parce qu'il n'aimait pas... On trouve ça peut-être assez sexy aujourd'hui, mais les plans où il est en sueur, il n'aimait pas ça. Donc il s'était fait retirer les glandes sous les bras pour plus transpirer. Ce qui évidemment est terrifiant, mais à l'époque, vous saviez, la médecine... Donc il avait un corps qui n'était pas normal, quoi. Enfin, et donc évidemment, l'air climatisé, l'aspirine, peut-être un peu d'alcool. Il prenait beaucoup de hashish. Alors il mangeait du hash, ce qui, je ne sais pas pourquoi, se faisait. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'était pas... voilà, quand... il a l'air en pleine santé quand on le voit. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'on voit toutes ces images où il bondit, mais en fait non, il était mal déjà. Il était fragile. Est-ce qu'il y a encore des questions, ou alors on va finir sur ces mots? Oui. Bonsoir, alors merci pour ce cours. Je voudrais juste savoir quel a été l'impact de son dernier, son pas vraiment dernier film qu'il a fait, donc Le Jeu de la Mort, qui du coup est sorti dans une version pas terminée, refaite. Est-ce que là a eu autant d'impact que ces autres films, ou est-ce que, je veux savoir comment ça a été perçu à l'époque? Oui, c'est un film très curieux, le Jeu de la Mort. Donc on a retrouvé cette scène qu'on a vue un peu trafiquée. On s'est permis de le faire parce que finalement, elle est déjà trafiquée, parce que c'est pas du tout la façon dont Bruce Lee l'aurait monté, tel qu'on le voit là. Ce qui se passe, c'est que quand Bruce Lee meurt, pour Raymond Shaw, il perd un ami, mais il perd la poule aux œufs d'or. C'est une catastrophe. Il n'a absolument pas prévu que Bruce Lee meure. Et donc, il n'a pas d'autres grandes stars dans son studio. Et donc, il va essayer à tout prix de faire fructifier les choses. Donc, à ce moment-là, il y a plein de faux Bruce Lee qui vont arriver, des Bruce Le, des Bruce Liang, des Bruce Tai, etc. Et puis, il a quand même quelques bouts de films dans les tiroirs, Le Jeu de la Mort qu'il avait commencé, mais qui sont inexploitables tels quels. Et donc il va faire revenir Robert Klaus pour assembler ce truc dans un puzzle ahurissant qui va donner Le Jeu de la Mort, qui n'a pas eu autant de succès que les précédents films de Bruce Lee. Mais comme Bruce Lee, entre-temps, est devenu célèbre de façon internationale, c'est un film qui va quand même faire le tour du monde. Il est descendu par la critique. Les fans purs et durs de Bruce Lee le détestent, justement parce que c'est une trahison de Bruce Lee. Et néanmoins, à sa façon très bizarre, il fait quand même partie du mythe de Bruce Lee, quoi. C'est-à-dire, il y a cette idée d'une vie inachevée. Il y a un autre montage qu'on trouve sur un Blu-ray ou un DVD, je ne sais plus, du Jeu de la Mort, où quelqu'un a essayé de remonter ça en fonction de ce qu'aurait fait Bruce Lee, en fonction de ses notes. Alors ça donne un film très court, je crois qu'il doit faire 30 à 40 minutes. C'est assez stupéfiant, les combats sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus rythmés, mais ça tient pas un long métrage. Mais quand on voit ça, on se demande même si Bruce Lee était resté vivant, est-ce qu'il aurait pu le terminer? C'est-à-dire, c'est tellement ahurissant d'ambition qu'il n'y avait pas de scénario. C'est-à-dire qu'en fait, il avait commencé à tourner, c'est pour ça qu'on peut le voir d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il avait commencé à tourner ces scènes qui sont dans Le Jeu de la Mort
alors même qu'il n'y avait pas d'histoire. Il y avait un vague pitch d'un mec qui monte dans une pagode et à chaque étage, un peu comme dans un jeu vidéo, il y a un adversaire. Est-ce que ça aurait pu être un film ? Et ça, on ne le saura jamais. Donc ce film, qui est détesté par les fans de Bruce Lee, il a un mystère en lui de film inachevé qui correspond à la vie inachevée de Bruce Lee et qui fait qu'il fait quand même pleinement partie du mythe de Bruce Lee et qu'on le regarde encore aujourd'hui. Voilà l'impact, je pense, qu'il a sur le mythe de cet homme. Merci beaucoup. Je crois qu'on va s'arrêter là. Merci. Voilà, pour ce soir. Merci.